Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actiris Explique, le podcast qui vous informe sur le marché de l'emploi bruxellois. Pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser à l'intelligence artificielle, à son impact sur Bruxelles et plus spécifiquement à son impact sur le secteur de la santé. J'accueille deux experts aujourd'hui. Premièrement, Sébastien Avanzo, qui est analyste du marché de l'emploi chez View Brussels. Bonjour Sébastien. Bonjour Romain. Et ensuite, Nancy Krez, qui est responsable du pôle sectoriel du service aux personnes et de la santé chez Actiris. Bonjour Nancy. Bonjour Romain. Alors, commençons tout de suite. Sébastien, pourquoi vous êtes-vous intéressé chez View à l'impact que l'intelligence artificielle a à Bruxelles ? Le début de notre réflexion, en fait, part à la fin de l'année 2024, où on voyait qu'il y avait énormément d'études internationales qui parlaient de l'impact de l'intelligence artificielle, mais à un niveau assez large, au niveau international et parfois au niveau national. Et nous, on a voulu, à ce moment-là, on s'est demandé comment est-ce que l'intelligence artificielle allait impacter plus précisément Bruxelles, d'autant plus comme c'est une économie de service. Et différentes études montraient que l'économie de service en particulier était celle qui allait être impactée. Donc on a fait une première étude quantitative où on a essayé d'objectiver avec des chiffres le nombre d'emplois qui allaient être impactés. Et on arrivait quand même à un niveau assez élevé puisqu'on avait plus de 3/4 des emplois qui allaient être exposés à l'intelligence artificielle. Et de quelle manière ? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quel est l'impact sur ce marché de l'emploi bruxellois ? Pour ce qui est de l'exposition, donc le fait d'être exposé à l'IA, ça ne signifie pas nécessairement que ces 3/4 des emplois vont être supprimés ou qu'il y aura énormément de pertes d'emplois. On a essayé de distinguer dans cette étude les niveaux de complémentarité, à savoir si un emploi était hautement complémentaire avec l'IA, ça voulait dire que l'IA allait améliorer la tâche ou allait remplacer une partie des tâches pour permettre d'avoir d'autres choses à faire avec plus haute valeur ajoutée. Et on a de l'autre côté des emplois où il y a une faible complémentarité, où là il y a un risque plus important de perte d'emploi. Et ça entraîne toute une série de défis parce que ça génère des transitions professionnelles, des reconversions, mais aussi des besoins de formation pour pouvoir s'approprier justement l'IA et pouvoir l'utiliser dans son quotidien. Et du coup, vous avez fait cette première étude, ensuite vous en avez fait d'autres. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer le cheminement, le chemin de pensée qui a mené à cette dernière étude qui porte sur la santé en particulier ? Ici, l'étude dont je parlais, l'étude quantitative, elle était intéressante pour pouvoir objectiver, mais elle restait assez globale. On ne pouvait pas déterminer dans tel secteur, tel métier allait être impacté de telle manière. On avait une vue assez large. Et donc, de ce point de départ, en fait, on a essayé de se focaliser sur quels secteurs étaient les plus directement impactés. Et donc, on a fait une première revue de la littérature, une revue de la presse, pour essayer de cibler vraiment les secteurs où on voyait qu'il y avait un impact plus important. Et au départ, on est parti sur 3 secteurs, la santé, l'ORECA et les services de conseil aux entreprises, parce qu'on voyait que la revue de la littérature, la revue de la presse, générait beaucoup d'articles, d'actualité sur cette question-là. Et on s'est donc lancé sur le secteur de la santé en premier, parce que c'est un secteur qui est important en région bruxelloise, parce qu'il génère beaucoup d'emplois. Et donc c'est de ce point de départ-là qu'on est arrivé au secteur de la santé. Merci beaucoup. Nancy, je me tourne vers toi. Est-ce que toi, à ton niveau, tu vois les chercheurs d'emploi ou les employeurs, est-ce qu'il y a déjà un impact de l'intelligence artificielle sur eux ? Est-ce qu'ils sont inquiets ? Est-ce qu'ils l'utilisent beaucoup ? Quel est ton ressenti par rapport à ça sur le terrain ? Alors je dois dire que sur le terrain, on ne voit pas encore de manière explicite l'IA intervenir, que ce soit dans des exigences d'employeurs, que ce soit dans un descriptif de fonction, dans une annonce d'emploi. Maintenant, s'il y a de l'inquiétude ou de l'optimisme, je vais dire que quand on parle avec certains employeurs, des hôpitaux, voire même des fédérations, bien sûr que l'IA maintenant, on en parle beaucoup. Et je vais dire que du côté plutôt employeur, c'est avec un focus plutôt optimiste, puisqu'il y a une volonté d'essayer d'être en support pour aider, je veux dire, la charge de travail du personnel soignant, ou en tout cas dans le secteur de la santé. Et du côté des chercheurs d'emploi, je dirais plutôt qu'il y a des peurs, des craintes quand on voit dans les médias des grandes enseignes qui parlent de licenciement, etc. On a peur
peur de se dire, tiens, est-ce le bon choix? Mais maintenant, tous les secteurs sont impactés quand même d'une manière différente. La santé n'y échappe pas. Mais je veux dire qu'au niveau du terrain, voilà, on ne parle pas encore d'IA en tant que tel, mais peut-être du changement, et que le changement fait partie intégrante du quotidien et qu'il faut savoir se l'approprier sur le marché du travail aussi. Et est-ce que par exemple, vous voyez des chercheurs d'emploi qui aujourd'hui commencent déjà à utiliser l'IA pour rédiger des lettres de motivation, écrire des CV, ou alors c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore? Alors, on commence à le voir bien sûr. C'est encore minoritaire, je pense, voilà, mais ça s'immisce dans le quotidien, et je crois que j'invite vraiment toute personne à s'intéresser, à être curieux, parce que ça fait partie intégrante du progrès. Merci. Sébastien, je reviens vers toi. Est-ce qu'il y a déjà des tendances qui se dégagent, en particulier au niveau du secteur de la santé, par rapport à l'utilisation de l'IA qui est faite dans ce secteur à Bruxelles? Le point de départ donc de l'analyse, comme je le disais, on est parti de la revue de la littérature, la revue de la presse. Et quand on prend cette revue-là, on a l'impression que l'IA est déjà partout dans le milieu de la santé. Or, quand on confronte ça à la réalité, on se rend compte que oui, l'IA est implémentée dans certaines structures, dans certains services bien spécifiques, mais on ne peut pas parler de globalisation de l'IA. Et ça, il y a plusieurs éléments qui peuvent l'expliquer. Le secteur de la santé, c'est un secteur important en termes d'emploi, mais c'est aussi un secteur où il y a des difficultés financières, les différentes discussions politiques le montrent, il y a beaucoup de questions d'économie, et même au niveau du secteur hospitalier, plus spécifiquement en région bruxelloise, on voit qu'il y a des structures bien différentes. On a des services, des structures publiques, des structures privées, où les réalités ne sont pas du tout les mêmes. Et les niveaux de financement ne sont pas les mêmes, et les priorités ne sont pas les mêmes. Donc on voit qu'il y a déjà de l'IA implémentée, mais on ne peut pas parler d'une généralisation de l'IA à l'heure actuelle. Et est-ce que tu as des exemples concrets pour mettre en avant ce que tu viens d'expliquer? Par exemple, dans certains hôpitaux, ce qui ressortait des entretiens, c'est que parler d'IA devient compliqué, alors même que dans certaines ailes d'hôpital, on n'a pas Internet, on n'a pas d'accès à la technologie. Et donc là, vouloir générer de l'IA, c'est pas faisable à l'heure actuelle. Et donc c'est vraiment ce genre de gap-là qui est important. Et ça se généralise lorsque les structures hospitalières ont la possibilité de construire de nouveaux hôpitaux ou de nouvelles ailes d'hôpital, où là, la modernité est mise en avant. Mais quand ce sont des vieilles structures, des vieux bâtiments, ça devient directement beaucoup plus compliqué. Merci. Nancy, est-ce que vous voyez à votre niveau des chercheurs d'emploi qui sont intéressés par le secteur de la santé? On sait que c'est un secteur qui recrute beaucoup à Bruxelles, mais on sait aussi que les conditions de travail sont parfois perçues comme étant difficiles notamment. Est-ce que vous voyez beaucoup de gens intéressés? Alors, il y a des personnes intéressées, malheureusement, minoritairement. Donc, c'est ça que nous mettons des choses en place pour essayer d'attirer dans le secteur. Comme tout récemment, la mi-novembre, Actiris, avec la Cité des métiers et des fédérations, a initié un event de sensibilisation pour faire mieux connaître le secteur, les métiers et tous les leviers pour rentrer, professer dans le secteur par les différents métiers qui sont à pourvoir. Du coup, Sébastien, quels sont les métiers qui vont être le plus impactés par l'intelligence artificielle à Bruxelles dans le secteur de la santé? Pour reprendre justement la classification qu'on en avait fait pour l'analyse quantitative, les hautement complémentaires et les faiblement complémentaires, on a d'abord des impacts positifs. Donc hautement complémentaires pour les métiers de médecin, du personnel infirmier notamment, les kinés également, où on voit que l'aide au diagnostic, le suivi des patients va être favorisé grâce à l'IA. Il va y avoir une personnalisation du suivi qui va être possible. Et donc tout ça va être positif, ça va être une amélioration véritablement de la qualité des soins. À côté de cela, on va avoir d'autres métiers qui vont être plus impactés négativement par l'IA. Et donc qui sont dans cette deuxième catégorie, plus faiblement complémentaire à l'intelligence artificielle. Et c'est notamment le cas des services de support, que ce soit administratif, donc les secrétariats médicaux notamment, où l'IA va remplacer toute une série de tâches administratives et donc va générer des défis pour ce genre de métier pour lesquels il va y avoir des besoins de reconversion, de réorientation ou de pouvoir s'approprier l'IA pour
transformer le métier. Est-ce que ça veut dire que du coup ces métiers sont plus à risque que quand ils sont faiblement complémentaires? Est-ce qu'il y a un risque de remplacement? Il y a un risque de remplacement. Après, il faut nuancer parce que malgré tout, l'évolution montre qu'il va y avoir un vieillissement de la population, une prise en charge d'une population vieillissante qui va en générer toute une série de maladies chroniques et donc un accroissement du nombre de patients. Et donc, ça contrebalance un petit peu cette idée négative que l'IA va remplacer tous les secrétaires notamment, parce que la demande va augmenter. Et donc, il va y avoir une forme de balancier qui va s'opérer. On aura moins besoin de secrétaires, mais d'un autre côté, il va y avoir une demande plus importante. Et donc, l'un dans l'autre, il y aura un effet qui sera un peu plus neutre. Donc si je comprends bien, en fait, l'IA va plutôt venir soutenir le personnel médical que le remplacer. On peut penser aussi notamment, on en avait discuté, mais aux infirmières qui vont peut-être avoir plus de temps à consacrer à l'humain. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort, hein, tu confirmes? Oui, c'est véritablement ça. Et pour rebondir un peu sur ce que Nancy disait par rapport aux pénuries, en fait, l'IA ne doit pas être vue comme une solution à la pénurie. L'IA va permettre de réallouer les besoins en fonction des patients qui sont prioritaires. Parce que justement, le repérage des paramètres qui sont plus mauvais pour certains patients va faire que les infirmiers vont se consacrer plus spécifiquement à eux. Les patients qui ont un parcours de soins plus classique, ça va être un peu plus automatisé ou un peu plus standardisé. Et donc, on a vraiment cette vue-là qui est intéressante. Et Nancy, on sait qu'à Bruxelles, il y a une sorte de mismatch entre les pénuries qui existent et donc les demandes des employeurs et les compétences des chercheurs d'emploi. Est-ce que ça s'applique aussi au secteur de la santé? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Est-ce qu'il y a un vrai besoin de formation des chercheurs d'emploi vers ces métiers-là, quels qu'ils soient, hein, parce qu'on connaît évidemment les soins infirmiers, médecins, mais il y a énormément de métiers dans le secteur de la santé. Est-ce que vous voyez ça au quotidien? Est-ce qu'il y a besoin d'envoyer beaucoup de gens en formation pour acquérir les compétences nécessaires? Oui, bien sûr qu'il y a un besoin vraiment de formation, et puis il y a une réalité du marché bruxellois avec une partie de chercheurs d'emploi, et c'est même 60% des chercheurs d'emploi bruxellois qui ont même pas le CESS. Donc là, il y a un réel besoin de formation qui sont mises à disposition. Il y a tous des leviers pour y avoir accès, et je peux en parler après, ou je ne sais pas si c'est déjà le moment. Tu peux y aller, vas-y. Voilà. Donc il y a la Cité des métiers qui offre régulièrement des séances d'information sur différents secteurs, dont celui de la santé et de l'action sociale. Il y a tous des outils ou des events, comme j'en parlais tout à l'heure. Là, il y avait cet event à la mi-novembre avec vraiment tous des acteurs, tous des témoins du milieu hospitalier, qui venaient parler avec passion de leur réalité et des acquis nécessaires. Et il y a également la plateforme, évidemment, Panorama du métier, qui est un incontournable, où là, si vous posez des questions vers quel secteur je vais m'orienter, quel métier, tiens, la santé ou l'action sociale m'intéresse, je vous invite vraiment à aller consulter ce Panorama des métiers, où il y a formation, les prérequis ou les requis, les métiers en pénurie sont indiqués également, puisqu'ils mènent directement à un emploi. Donc je vous invite vraiment à consulter cet outil, et où il y a aussi les offres d'emploi qui y sont liées. Effectivement, Panorama est disponible sur Internet, et un outil qui est très très intéressant pour toutes les personnes qui sont à la recherche d'un emploi ou pas. C'est un outil qui fonctionne très bien. Sébastien, à quelles évolutions on peut s'attendre dans les prochaines années au niveau du secteur de la santé et de son lien avec l'IA à Bruxelles? Pour une évolution à court terme, on doit s'attendre à justement une implémentation de plus en plus fréquente de l'IA dans différents services. Mais pour avoir une généralisation de l'IA dans le secteur, on est sur un temps beaucoup plus long. Parce que ce qui ressort des différents acteurs du secteur, c'est qu'avant même de parler d'une généralisation de l'IA, il faudrait déjà qu'il y ait une digitalisation qui soit mise en place. Donc ça, c'est déjà un point qui est important, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ensuite, si on parle vraiment des acteurs en tant que tels, pour les médecins, on voit que ça va continuer à se développer de cette manière. Et par contre, pour les autres acteurs, on est sur des évolutions qui peuvent aller dans les deux sens.
Prenons le cas de l'infirmier. L'infirmier, lorsque la structure permet justement une généralisation de l'IA ou une implémentation plus importante, eh ben on va aller justement vers plus de contact humain, une prise en charge beaucoup plus personnelle des patients. Mais dans des structures où par contre il n'y a pas cette implémentation de l'IA ou qu'elle est de manière un peu plus bancale, là le métier d'infirmier risque de se transformer, mais pas toujours d'une bonne manière. Dans le sens où l'infirmier va devoir en quelque sorte remplacer la technologie, faire le reporting de toutes les données, et où là en fait il perd ce contact humain. Et là c'est un risque important, d'autant plus pour ce secteur-là, parce que ça peut générer une perte de sens pour le personnel infirmier qui n'aurait plus véritablement ce contact avec le patient, et donc où ça pourrait renforcer en quelque sorte la pénurie. Donc on est vraiment sur des évolutions qui sont assez contrastées. Si on prend d'autres exemples de métiers, on prend le métier du kiné par exemple, l'IA va permettre d'avoir un suivi à domicile ou à distance qui va être renforcé, et où il y aura peut-être moins de séances de kiné nécessaires, par exemple. Oui, donc là aussi, ça va venir un peu en soutien, en fait, aux soins qui sont donnés aux gens. Nancy, ce que Sébastien vient d'expliquer, est-ce que tu penses que ça ouvre des opportunités pour les chercheurs d'emploi à moyen ou à long terme? Et petite question sous-jacente, est-ce que tu penses que l'éducation à l'intelligence artificielle, ou en tout cas la connaissance de l'intelligence artificielle, peut être un plus aujourd'hui ou à moyen terme sur un CV? Certainement, donc on le dit, on le redit, le changement est omniprésent, donc et il se fait de plus en plus vite. Et qui dit changement dit des techniques qui évoluent, dont l'IA qui s'immisce dans notre quotidien. Donc, je veux dire que si on veut rester employable, on doit s'intéresser, on doit emboîter le pas dans l'évolution technologique, dans le progrès, j'en parlais tout à l'heure. Donc il faut s'y intéresser, et on parle déjà de plus en plus de ChatGPT, de Copilot, des outils que maintenant on a déjà accès même sur son GSM aussi, par exemple pour faire son CV. Et les employeurs sont très sensibles aussi aux compétences techniques, certes humaines également, mais dans les compétences soft skills, c'est de montrer qu'on est curieux, qu'on est flexible, qu'on a envie d'apprendre, et l'apprentissage doit être continu dans la vie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu pourrais donner, ou là tu en as déjà donné quelques-uns? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu pourrais donner aux chercheurs d'emploi par rapport à ça? C'est de ne pas avoir peur, et j'aimerais aussi sensibiliser aux préjugés qu'on a tous, quels qu'ils soient. Et je sais que par rapport à la santé, on en a aussi, par exemple, en se disant « mais bon sang, c'est pas un secteur pour moi parce que ça demande de longues études ». Bien, pas toujours. Voilà, par exemple, si on veut être ambulancier secouriste, ce sont des formations très importantes, mais qui nécessitent plusieurs mois, avec des stages bien sûr. Il y a un autre préjugé qui est par exemple « mais j'ai déjà 40 ans, je suis trop âgé, le temps plus que je me forme, mais on ne va plus vouloir m'engager. » Eh bien, détrompez-vous. Justement, j'en parlais encore avec les fédérations récemment, il y a aussi tous des aménagements pour atterrir dans le secteur. Donc, il y a des leviers, il y a des choses qui existent, il faut s'informer, il faut se former, et surtout, déconstruire des préjugés qui ont la vie dure. Et il est toujours bon de rappeler évidemment à toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui ont besoin d'un accompagnement qu'Acteris est disponible et prêt à les accompagner. Absolument. Évidemment, de manière personnalisée. Merci beaucoup à vous deux pour cet épisode. Ça clôture le premier épisode d'Acteris Explique, et on se retrouve très bientôt pour un second épisode. Au revoir.